Compagnie internationale des wagons-lits d'imaginer et de réaliser un an plus tard le premier grand express européen nommé Orient Express. Voie 27, le train Venise-Saint-Cloud Orient Express va partir. Assurez-vous de la fermeture des portes, s'il vous plaît. Attention au départ. À la fin du siècle dernier, les voyageurs parcouraient plus de 1500 km de Paris à Constantinople en seulement 2 jours et 3 nuits. Lorsque le tunnel du Simplon reliant la Suisse à l'Italie fut inauguré en 1906, l'Orient Express put relier Paris à Constantinople via Venise. Il prit alors le nom de Simplon Orient Express et l'histoire de commencer. C'est une histoire, une belle histoire, je ne vais pas vous la raconter dans les détails. En octobre 1883, le premier train couchette circule sur le continent. Il porte un nom qui est devenu mythique, c'est l'Orient Express. C'est une idée belge, l'idée d'un jeune ingénieur liégeois, Georges Nagelmaker, s'inspirait de ce que Pullman avait fait aux États-Unis quelques années plus tard. Alors depuis lors, eh bien, ce train des rois, ce roi des trains, pour reprendre un cliché, ce train bleu qui circule de ville à ville, mythique, qui a reçu tant de grands visiteurs qui quelquefois l'ont mis dans leurs écrits, dans leurs livres, qui en ont parlé, qui en ont fait des films aussi. Eh bien, depuis plus de 120 ans maintenant, ce train va son train. C'est un salon roulant, dit-on, c'est du cabotage ferroviaire et c'est aussi, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là, un train gastronomique. Un train gastronomique, en effet, Guy, et ce depuis le début de son histoire. Un rêve voulu aussi par Georges Nagelmaker, qui eut l'idée, en 1881, de donner à son luxueux train un wagon-restaurant. Une grande première pour l'époque dans un train continental. Les gars, s'il vous plaît, vous pourriez me donner une pyramide ? Le chef Christian Bodiguel relève depuis 1985 un défi étonnant. Avec sa brigade de 5 hommes, il réalise 2 fois par jour près de 200 repas dans 2 cuisines d'à peine 12 mètres carrés. Mais ce qui est important, c'est l'espace. Donc chaque personne, nous avons 3 cuisiniers par cuisine, 2 chefs de partie et un sous-chef. Moi, je supervise les 2 cuisines. Et donc là, ce qu'il faut, c'est que chaque personne a son poste bien défini. Il ne doit pas le dépasser, il ne doit pas empiéter sur les autres. Il y a peu d'espace pour passer les uns derrière les autres. Il ne doit pas bouger. Il doit avoir ses frigos et il fait sa mise en place. Christian Bodiguel met un point d'honneur à cuisiner à bord chaque plat. Et pour ce faire, tous les produits frais sont achetés par ses soins. Oui, bonjour Suzanne, ça va bien? Écoute-moi, est-ce que tu as apporté les truffes? Nous avons suivi notre chef dans ses achats. Nous sommes à Paris, rue Faubourg Saint-Honoré. Comme chaque semaine, Christian vient choisir chez son boucher ses filets, ses canards, son foie gras. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc je voudrais que vous me prépariez la commande pour l'Orient Express pour demain matin. Oui, si vous savez. Donc il me faudrait des filets de bœuf. Il m'en faudra 30 kilos à peu près. 30 kilos, il n'y a pas de problème. D'accord. De la même façon, Pour 180 personnes. 120 personnes, il n'y a pas de problème. Pas de problème? Pas de problème. D'accord. Comme cette qualité-là, c'est parfait. Il fréquente aussi, comme tous les grands chefs, le bien connu marché de Rungis, où il passe commande auprès de ses fournisseurs, les mêmes depuis plus de 20 ans. C'est que Christian Bodiguel veut être au top de la gastronomie. Et bien que le guide Michelin lui refuse ses récompenses, ne considérant pas l'Orient Express comme un restaurant, Christian, lui, veut être du niveau des plus grandes tables de France, d'Italie ou d'Istanbul. Quand on fait les salades de fruits exotiques, ça c'est superbe. Ouais. Magnifique ça. Vraiment top, top. Oui madame Guérichet, toute la commande est prête, là, tout est pour moi. Parfait. Donc chef, vous n'allez pas repartir avec là. Ah non, non, je repars pas avec, ça c'est évident, parce que s'il fallait que je reparte avec, il faudrait que j'ai les moyens de transport et puis il faut que ce soit réfrigéré, donc non mais tout arrivera demain matin sans problème. Sur le quai? Sur le quai, et on a 40 minutes pour recharger la marchandise. Donc ça va être la course. Comme d'habitude. La course, c'est aussi à bord. Retour sur l'Orient Express. Dans les wagons-restaurants, les passagers vont découvrir les talents du chef. Dans les cuisines de Christian, c'est le coup de feu pour le premier service. Un second sera proposé vers 13 h. Et des beaux cocos parce que c'est pas super. Quand tu en veux. Attends.
Là, on a un velouté de châtaigne avec des pots de foie gras, avec une crème qui est montée avec des cèpes. Après le velouté de châtaigne, suivra ce midi le gigotin de Baudroie habillé de lard et rôti au jus romarin, laitue braisée, fine brunoise de légumes et pommes de terre cocottes. Les 4 derniers, là, on est content. Et pour terminer, Guy, on vous propose un savarin au rhum et feuilles d'ananas à la noix de coco. Merci. Une plutôt belle entrée en matière pour les passagers qui sont à bord depuis 1 heure seulement. Tout va bien? La magie de l'Orient Express tient aussi dans ses décors. Panneaux de lac de Chine, marqueterie de bois ou panneaux en verre signés René Lalique. Tout a été restauré, reconstitué sur des croquis et dessins d'époque pour respecter la magie du train. De 1977 à 1980, il y a une recherche qui a été faite partout en Europe pour retrouver donc ces voitures qui avaient disparu de la circulation, qui ont été vendues, qui ont été pour certaines ferraillées. Donc on les a retrouvées chez des gens en très très mauvais état, avec toutes les vitres cassées, les intérieurs démontés. Il y en a certaines qui ont été vendues à des propriétaires particuliers, ils s'en sont servis comme poulaillers. Donc il a fallu retrouver tous les éléments des voitures. Et de 1980 à 1982, ces voitures ont été restaurées. On a essayé, donc, en faisant des recherches, notamment par exemple pour une voiture restaurant qui s'appelle l'Étoile du Nord. C'est une voiture dans laquelle il manquait beaucoup de marqueterie et il restait, je dirais, il y avait 1/3 de la voiture au niveau des marqueteries qui restait. Donc il y a une recherche qui a été faite puisqu'on savait qu'elles avaient été faites par Albert Dunn, décorateur anglais des années 30. Donc on a retrouvé son petit-fils en Angleterre qui a fait des recherches dans les archives et qui a retrouvé les dessins originaux et qui a recréé ces dessins, puisqu'ils n'étaient plus en bon état, recherché les essences de bois et à ce moment-là il a redessiné les marqueteries et avec sa femme ils ont refait les marqueteries. C'est un projet qui a été aussi du point de vue économique assez important puisqu'à cette époque il a coûté 11 millions de livres sterling dans les années 80-82 et en moyenne il y a eu à peu près 21 à 24 000 heures de travail par voiture. Donc il y a 18 voitures qui ont été restaurées, toutes restaurées dans le style de l'époque. Grâce à la passion d'un milliardaire américain, James Sherwood, et 31 millions de dollars dépensés, l'Orient Express retrouve en 83 une seconde jeunesse. Mais chaque année, l'entretien des voitures est colossal. 300 000 € par voiture, voilà qui explique le coût élevé du voyage Venise-Paris à 1 785 € par personne. Son Orient Express, George Nagelmakers l'avait rêvé unificateur, reliant les capitales européennes entre elles, mais les réalités du XXe siècle en décidèrent autrement. Les 2 guerres mondiales s'en servirent pour transporter les troupes. Elles le mirent aussi au centre des événements politiques de l'époque. C'est aussi un lieu historique, c'est dans un des wagons-restaurants de la compagnie, en effet, que l'armistice du 11 novembre 1918 a été signé. C'était à Retombe, dans la forêt de Compiègne, et c'est là, au même endroit, dans le même wagon-restaurant, que Hitler a obtenu la capitulation et la reddition des troupes françaises en 1940. Et puis alors il a fait transporter le wagon comme pièce historique à Berlin, où il a été détruit avant la fin de la guerre 45, pour ne pas avoir à rejouer une 3e fois ce mauvais rôle. Au centre de la littérature, l'Orient Express le fut aussi. Agatha Christie y situe l'action de son crime sur base d'un événement réel. Le train fut bien, en janvier 1929, bloqué 11 jours par les neiges à 130 km d'Istanbul, mais il n'y eut pas de crime. N'est-ce pas, Agatha? Pardon, madame, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. I saw the film, which was very exciting. And ever since I saw the film, I have wanted to come on the Orient Express. And there I am. It was a dream for you. Oh, yes. For years. I thought I'd never make it. Il est 16h, c'est l'heure du thé à bord de l'Orient Express.
Voilà, s'il vous plaît. Oh, c'est pour moi tout ça. Voilà. Moi, Bon qu'on- appétit. Qu'on puisse dire, c'est qu'on ne meurt pas de faim sur votre train. Hein. Vous avez 2 minutes peut-être? Oui, bien sûr. Oui, ah bah, asseyez-vous. C'est quoi? C'est un service en cabine, ça? Voilà, c'est le service que nous faisons vers 4 h de l'après-midi quand les clients sont revenus donc de leur déjeuner. Et puis donc on sert le thé vers 4 h. Normalement avec des petites pâtisseries et puis une sélection de thé. Donc il y a du English Breakfast, du Darjeeling et de l'Earl Grey. Vous parlez combien de langues comme ça, en fait? 4 plus ou moins. C'est une obligation ou... Ce n'est pas une obligation, il y a l'anglais qui est vraiment nécessaire, la compagnie étant anglaise et la majeure partie de nos clients l'étant aussi. Et puis sinon, le français est quand même assez parlé aussi à bord. Et puis dans mon cas, je parle aussi espagnol et italien. Vous êtes là depuis longtemps? Ça fait 1 an que je suis. Avec bonheur? Avec bonheur, oui, c'est une belle expérience certainement. Et on se retrouve là, comme ça, en répondant à une petite annonce ou... Oui, ça peut être par petite annonce, c'est rare, c'est plus par connaissance finalement. Et puis bon, on passe les sélections qui sont assez longues. Dans mon cas, ça a duré presque 1 an quand même. Donc nous avons d'abord un entretien téléphonique avec le directeur de train, et puis alors après, on est invité à avoir plusieurs entretiens comme ça présentiels. Vous vouliez porter l'uniforme en réalité. Voilà. Le plus long train d'Europe file au travers de paysages magnifiques italiens ou suisses. Des pays qui louent à la compagnie privée Orient Express leur rail et une, voire 2 locomotives nécessaires à tirer ce train de plus de 980 tonnes. L'Orient Express, c'est aussi une histoire de prestige et d'intrigue, d'espionnage et d'amour. C'est la belle époque et l'âge du jazz. Et quand le soir tombe, on croit entendre Joséphine Baker animer les soirées du piano-bar. D'ailleurs, Guy, c'est l'heure de se faire tout beau. Voilà, c'est à peu près bon. Il faut dire qu'on ne fait pas, enfin, je ne fais pas ça tous les jours et je ne viens pas non plus tous les jours à bord de l'Orient Express où il y a encore ce qu'on appelle un code vestimentaire, un dressing code, où il est vivement recommandé aux messieurs de porter la chemise, la veste et la cravate au moins le soir. Moi, je me suis dit que ça allait être la totale. Et si on n'est pas considéré digne d'être assis dans la salle de restaurant, eh bien on s'en servit, mais en cabine. Alors j'ai encore un peu de travail. C'est moi qui suis sa petite. Oh là là, Guy, chic, chic. La jeune héritière de 80 ans, cabine B6, va se pâmer, j'en suis certaine. Comme un petit oiseau qui chante, il m'appelle sa petite bourgeoise. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez, c'est l'heure de l'apéro. Petite coupe de champagne ou apéritif maison. L'apéritif maison, c'est du rhum, du pims et du jus d'ananas. Soir en cause, le chose, avant de se mettre au pied, au pardon, j'apprends la géographie, la Chine et de la Manche au rigueur, les frontières. 19h, l'heure de se mettre une seconde fois à table, après 8 heures de voyage. Et l'heure pour nous de faire une petite visite guidée en cuisine, ou plutôt une visite des petites cuisines. On va les changer, c'est pas un problème. On est bien équipé, mais on a les fours à vapeur, fours à vapeur ici, où on fait cuire des poissons, certains poissons et certains légumes. Ici on a un four à air pulsé, où on fait cuire, là en ce moment il y a les petits gâteaux au chocolat qui sont en train de cuire. Ici on a un four à gaz, ici il y a 6 feux, et ici il y a le bain-marie où on met les sauces. Voilà. Donc ici, il faut être bien organisé surtout parce que par rapport à un restaurant, lorsque vous êtes dans un restaurant, par exemple à Paris, si vous manque quelque chose, il n'y a aucun problème, on peut, dans l'heure qui suit, on a la marchandise. Tandis que nous, lorsque le train est parti, c'est fini, il n'y a plus aucun recours. Ah oui, chef, et au fait, quand ça bouge, on fait comment ? Par exemple, lorsqu'on fait bouillir une sauce ou lorsqu'on fait bouillir de l'eau, je mets toujours un chinois de façon à ce que ça casse la vague et afin que ça ne déborde pas. Et puis, on a toujours des casseroles qui sont plus ou moins hautes par rapport à dans un restaurant où ça ne bouge pas. Donc là, on est obligé. Les
gens qui sont avec moi, ils sont là depuis en général 2 ans, 3 ans. Ils ont maîtrisé au départ, c'est très difficile pour eux parce qu'ils ont travaillé dans des grandes cuisines, ils avaient l'espace, tandis qu'ici, il faut s'apprendre à travailler dans un petit espace et à maîtriser lorsque le train bouge, afin que bien suivre le mouvement, ne pas être crispé, ça c'est important parce que lorsque vous êtes crispé, vous fatiguez beaucoup plus. Donc il faut laisser son corps aller. Mais ça c'est une question de maîtrise de soi-même déjà. Comme je dis souvent, quel est le restaurant au monde qui vous offre en 24 heures autant de paysages différents? Parce que quand vous travaillez à Paris, on travaille dans un contexte, on arrive le matin à 8h par exemple, on travaille en général dans un sous-sol, vous sortez le soir, il est minuit, vous n'avez jamais vu le jour, tandis qu'ici, nous au moins on a le plaisir d'ouvrir la fenêtre, on a les paysages qui défilent devant nous, bon, on n'est pas toujours à la fenêtre, vous allez me dire, mais au moins on a de temps en temps, on peut respirer l'air, et ça c'est quand même important. Là donc vous avez le filet de bœuf, et aussi un petit chou farci avec de la rillette de queue de bœuf au truffin. Ce soir, Guy est invité à la table du capitaine, du commandant de bord. On est dans une époque où on est habitué à un confort que vous n'offrez peut-être pas, alors que vous offrez le luxe. Tout à fait. Le confort des années 20 n'est pas du tout le confort des années 2000. Et on essaie de rattraper ça en donnant un bon service et des destinations qui sont aussi attractives. Est-ce que c'est ça aussi peut-être le charme, c'est de se dire je voyage comme on pouvait voyager il y a 60 ans, 80 ans ou... Une partie, oui. Mais bon, il y a certaines lacunes que dans les années 30 c'était tout à fait normal, aujourd'hui c'est inadmissible. Donc on essaie de s'adapter dans la mesure du possible. Donc c'est un train qui évolue en permanence. Absolument. C'est ça l'intérêt, c'est que bien sûr le premier voyage, entre le premier voyage que j'ai fait en 82 et maintenant, ça n'a rien à voir. On essaye pratiquement à chaque voyage, il y a des améliorations, il y a des changements. Okay. Thank you. Bon appétit. Everything okay? Thank you. Thank you very much. The beef? Very good. Perfect. Pendant que les passagers prennent leur dîner, les stewards, eux, n'ont pas fini leur journée. En cabine, ils préparent les couchettes pour que leur nuit soit douce. Voilà, on a plus ou moins tous les soirs 18 lits à préparer. Ça dépend du nombre de voyageurs que nous avons. Enfin bon, la capacité maximum est de 18 personnes. Et donc voilà, on met plus ou moins entre 12 et 15 minutes par cabine. On ne peut pas mettre trop de temps en plus parce qu'on doit préparer les lits en fait pendant que les autres sont au restaurant. Donc si on met plus de temps, on n'est pas à temps quand ils reviennent en fait. Donc voilà. Et jusqu'au petit jour, il faut songer à notre amour. Il est 6h30 du matin. Le train fait un arrêt en gare de Troyes. Sur le quai, un boulanger attend ses petits pains à la main.
Les stewards n'ont dormi que 4 heures et déjà, il faut préparer les plateaux de petit déjeuner, puis commencer le service en cabine à l'heure souhaitée par chaque passager. Le train sera en gare de l'Est à Paris dans moins de 3 heures. Alors le petit déjeuner, on va chercher nos pâtisseries que vous avez eu tout à l'heure le matin vers 6h30. Et puis on prépare donc le plateau avec salade de fruits, jus. Donc il y a le choix entre jus de pamplemousse, d'orange ou de tomate. Et puis quelques confitures, du miel, fromage, beurre et la petite fleur. Ça fait combien de petits déjeuners à servir le matin? 18. Maximum 18 également. Et puis bon, ça dépend un peu du nombre de passagers qu'on a, mais en général c'est entre 15 et 18 personnes. Oui. Bonjour. Voilà. Déjà? C'est tout, hein? Ouais, non, j'ai moins mal dormi que ce que je craignais. Voilà, s'il vous plaît. Et le journal. Ah, merci. S'il vous plaît, bon appétit. On a un petit réveil comme on n'en a pas tous les jours, hein. Enfin, en tout cas moi. Il est 8 heures du matin. Dans 1 heure, l'Orient Express entrera en gare de Paris. L'occasion de s'imprégner une dernière fois de l'extraordinaire atmosphère de ce train. Remarquez sa chaudière d'époque, par exemple, qui alimente encore les voitures. Et profitez aussi d'un service plutôt original. Et puis pour prolonger le plaisir, le souvenir, pourquoi ne pas bénéficier des services d'affranchissement postal de l'Orient Express? Vous pouvez vous envoyer un courrier qui sera estampillé à Venise ou à Londres. Il prendra un peu de temps pour vous parvenir, comme ce train sait si bien le prendre son temps sur les rails à travers l'Europe et le monde. Et puis comme je voyageais incognito, j'ai signé Hercule Poirot. C'est la fin du voyage pour certains passagers. Les autres, eux, prolongeront vers Calais, puis Londres. Pour le chef Christian Bodiguel et son équipe, l'aventure continue avec, sur le quai, un travail précis de logistique. Les livraisons doivent être vérifiées, puis chargées en un temps record. Le train ne restera en gare que 40 minutes avant de partir vers Londres. Là, on a les lots, vous voyez. Tous les produits, vous voyez, ils sont frais, il n'y a pas de problème ici. Nous, à bord de l'Orient Express, on travaille qu'avec des produits frais. C'est les filets de sole. La différence par rapport à un restaurant, c'est qu'on achète les poissons déjà débités, vous voyez. C'est complètement différent. Enfin, on n'a pas, vous avez vu, c'est le manque d'espace qui nous fait demander aux fournisseurs qui nous fassent les poissons comme ça. Le sol, le homard. Bon, là, entre tous les chariots, il y a à peu près l'équivalent de 2 tonnes de marchandises. Vous voyez les sûr. En nourriture, vous voyez les filets de bœuf. Sous vide aussi, bien sûr. Hein. Et surtout, ne rien oublier, car lorsque l'Orient Express repartira, eh bien, il sera trop tard. Toujours que les meilleures choses ont une fin. Nous sommes arrivés à destination, Paris, gare de l'Est, une autre fois peut-être, sur une autre ligne de l'Orient Express, pour entretenir des rêves éveillés ou non. Ensemble.